Lille est sur le point d'accueillir Sérimania, le festival international dédié aux séries. À cette occasion, émission spéciale comme une planète, préparée avec Thomas Evrard de La Voix du Nord. Bonjour Thomas. Bonjour Anne. Car le cinéma et les séries sont des industries à la fois culturelles et industrielles, mais aussi parmi les plus polluantes. Alors comment concilier création, divertissement et urgence écologique? Et quels sont les principaux défis écologiques auxquels doit faire face l'industrie audiovisuelle aujourd'hui? Pour répondre à ces questions, nous sommes ravis d'accueillir Marianne Guillon. Bonjour, directrice de Sérimania Institute, l'institut de formation dédié aux séries basées à Lille. Alice Aoubank, bonjour. Bonjour. Directrice des opérations et de l'international d'EcoProd, association qui promeut des pratiques écologiques dans l'industrie audiovisuelle. Et Godefroy Vujicic, bonjour. Bonjour. Directeur général de Pictanovo, structure qui soutient la création audiovisuelle et cinématographique en Hauts-de-France. Alors avant de commencer nos échanges, Thomas, faites-nous d'abord un point sur l'importance de ce festival Sérimania. Oui Anne, alors Sérimania, c'est un des plus grands festivals internationaux dédiés aux séries télé. Créé à Paris en 2010, il est arrivé à Lille en 2018 où commencera vendredi 20 mars sa 9e édition. 8 jours de projection et de conférences avec pas moins de 51 séries présentées venues de 16 pays différents. Alors parmi les séances les plus attendues, il y a celle de The Testaments, la série dérivée de La Servante écarlate, le film Peaky Blinders qui fait suite à la série arrêtée en 2022 ou encore la nouvelle adaptation de Lucky Luke avec Alban Lenoir dans le rôle titre. L'an dernier, le festival avait attiré 108 000 visiteurs et 800 invités. Alors Sérimania, c'est aussi un organisme de formation, le Sérimania Institute, où passent chaque année environ 200 personnes. C'est aussi un forum de 3 jours entièrement dédié aux professionnels du secteur. Ils étaient 5000 accrédités en 2025 et c'est là que se partagent les projets de futures séries ou que des diffuseurs français peuvent acheter des droits de séries toutes prêtes venues du monde entier. C'est là également que se diffusent les bonnes pratiques pour des tournages de séries moins polluants, plus vertueux en termes d'empreinte carbone et d'impact sur l'environnement. Dans une étude publiée en 2020, l'organisme EcoProd établissait qu'en France, le secteur des séries télévisées émettait 1,7 million de tonnes de gaz à effet de serre par an, dont la moitié liée au streaming et 18% à l'impact des tournages. Comment faire mieux ? C'est la question que nous allons nous poser avec nos invités, en commençant peut-être par un état des lieux avec Alice Aoubank d'EcoProd, justement. Oui, alors dites-nous un peu, aujourd'hui, quelle est l'empreinte écologique du secteur ? Alors comme ça vient d'être dit, on constate qu'il y a un peu deux empreintes différentes. Il y a l'impact de la production, de la création des séries ou des films, et puis l'impact de la diffusion. Nous, chez EcoProd, on se concentre plutôt sur l'impact de la production, donc la fabrication des contenus. Il faut s'imaginer que quand on tourne un film ou une série, c'est un peu comme quand on crée une entreprise temporaire qui va se déplacer quasiment tous les jours et avec une centaine, voire beaucoup plus de personnes. Donc ça implique beaucoup de déplacements, beaucoup d'énergie, de moyens techniques aussi à déplacer, création de décors, des costumes. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'un tournage, finalement, ça englobe à peu près tous les enjeux de transition écologique qu'on retrouve aussi dans la société. On va parler de mieux s'alimenter, on va parler de mieux acheter, notamment en passant sur de la seconde main ou des produits plus responsables. On va être aussi beaucoup sur des questions de transport ou sur des questions d'énergie ou de numérique. Et donc, finalement, un tournage, c'est comme une sorte de petit laboratoire de transition écologique qui peut derrière aussi s'appliquer de manière plus large dans la société. Mais est-ce qu'il y a un poste qui est plus émetteur de CO2 que d'autres ? Oui, ce qu'on constate, c'est qu'un film de long métrage, un film de cinéma, c'est entre 70 et 2000 tonnes de CO2. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, un Français moyen, c'est entre 8 et 9 tonnes de CO2 par an, son empreinte carbone. Donc on voit un petit peu l'ampleur que ça peut avoir. Évidemment, ça va beaucoup dépendre des typologies de films, de son budget, du nombre de jours de tournage aussi. Le plus grand poste d'impact, généralement, c'est les transports, avec environ 30% des impacts qui sont liés vraiment au déplacement des équipes et au déplacement des costumes, des décors, des caméras, des lumières. Marianne Guillon ou Godefroy Vujicic, vous voulez rajouter des compléments par rapport à ce poids du secteur aujourd'hui dans l'empreinte écologique ? Je pense que ça s'inscrit dans une dynamique qui est la nôtre, qui est une dynamique de politique publique, à la fois portée par le CNC, le Centre national du cinéma, qui nous accompagne au quotidien dans l'ensemble des investissements, que ce soit en écriture, en développement, en production, et que ce soit aussi dans le cadre d'un contrat État-région que le CNC a passé au niveau de l'État avec les régions pour pouvoir mener donc à bien cette politique publique
qui marche sur deux jambes. C'est important de le dire peut-être aux auditeurs. C'est que d'une part, il y a cette jambe culturelle, et comme Alissa le disait il y a quelques instants, c'est une micro-entreprise, où c'est une industrie en fait qui se crée autour d'un projet et qui va être menée à bien et qui n'est pas forcément perceptible par tout le monde. Et dans ce cadre-là, on est évidemment en obligation de mettre en œuvre la politique qui est souhaitée par l'État, par le CNC, par la région avec une politique REF 3, la région de France qui est extrêmement engagée à cet endroit, à tous les endroits pour cette troisième révolution industrielle. Et donc que nous puissions nous positionner, Pictanovo, à l'intérieur des projets et nous en interne et dans les interactions que nous avons avec l'écosystème pour pouvoir mener à bien cette politique RSE que l'on porte depuis septembre 2024 et sur laquelle on est en train d'accélérer. RSE, responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. D'ailleurs, on peut évoquer rapidement la mission de Pictanovo en grandes lignes. Pictanovo, la mission est assez simple, c'est de piloter l'investissement dans les différents projets. C'est entre 230 et 250 projets. C'était évoqué long métrage série, donc sur la partie fiction en prise de vue réelle. Et il y a tout un écosystème aussi numérique qui vient de plus en plus en décloisonnement avec la prise de vue réelle sur du jeu vidéo, sur de l'animation, sur de l'aide aux vidéastes. Donc c'est tout un positionnement que je vous invite, si ça vous intéresse, à venir découvrir sur notre nouveau site qui sort dans quelques jours. On l'évoquera effectivement. Marianne Guillon, sur cette empreinte écologique du secteur, vous aujourd'hui, comment vous sensibilisez ceux que vous accompagnez dans le Sérimania Institute ? Alors, au niveau de Sérimania Institute, on a dès le départ voulu, en effet, accompagner à la fois les scénaristes et aussi les producteurs que nous formons aux enjeux de la transition écologique. On a néanmoins fait le choix de ne pas proposer de formation qui soit uniquement sur ces enjeux-là. On préfère distiller dans chacune de nos formations des modules sur l'écoproduction. D'ailleurs, la définition de l'écoproduction. À la définition d'écoproduction, alors la spécialiste, elle est en face de moi, mais je pense qu'on pourrait dire que vous dites à vos élèves que c'est une manière de produire qui respecte l'environnement et qui vise à diminuer l'impact environnemental et la consommation énergétique, l'émission de gaz à effet de serre générée par les tournages. Et on agit, comme vous l'avez dit, Alissa, sur beaucoup de facteurs. Nous tournons au sein du Sérimania Institute. On a la chance d'avoir une formation pour les jeunes des Hauts-de-France, qui est une formation vraiment d'initiation au métier de la série, dans laquelle ils tournent une série. Donc on a un projet grandeur nature dans la maison. Il tourne 6 épisodes de 4 minutes. Donc vous allez me dire, par rapport à la production de Pictanovo, c'est tout petit. Mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que je le vois de l'intérieur. Qu'est-ce qu'on peut faire sur, comme ça, 7 journées de tournage? En fait, on peut agir sur énormément de leviers, mettre en place le covoiturage, des caterings locaux, végétariens, par exemple, avec des entreprises locales, ne pas acheter de vêtements, ne faire que de la ressourcerie, c'est des petites choses comme ça. Vous allez me dire, c'est peut-être du bon sens, mais en réalité, c'est ça, et dès l'apprentissage, qu'on peut mettre en œuvre. Et j'ai beaucoup aimé votre idée de laboratoire de pratique éco-responsable qu'on peut avoir notamment dans les petites formes en formation. Et au-delà de l'aspect tournage concret, est-ce que dans les choses qu'on raconte dans les séries, ce qu'on appelle les nouveaux récits, je crois, est-ce que vous avez qu'est-ce qui est fait notamment à Sérimania Institute ou même plus globalement? Alors, sur les nouveaux récits, c'est un sujet en soi, les nouveaux récits. Les nouveaux récits, c'est quoi? C'est cette volonté de certains scénaristes et producteurs d'inventer un futur désirable, de montrer des futurs désirables. Parce qu'il est vrai que quand on regarde les grandes productions de séries, les blockbusters de séries par exemple, qui adressent la question environnementale, souvent on est sur des dystopies, souvent ça finit très très mal et souvent on en sort extrêmement déprimé. Les nouveaux récits, c'est donc inventer de nouveaux futurs. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution? Qu'est-ce qu'on peut changer aussi dans nos pratiques aujourd'hui? Et donc mettre en scène quelque part dans les personnages et dans les actions des pratiques qui sont à valoriser. Néanmoins, moi, je ne vois pas, j'ai regardé attentivement dans la programmation de Sérimania cette année, je n'ai pas vu de propositions qui relèvent véritablement des nouveaux récits en tant que tels. Mais donc c'est forcément des scénarios qui se passent dans un futur plus ou moins proche alors?
Oui, pas nécessairement. Pas Ça peut nécessairement. être aussi beaucoup plus subtil, quelque part. Et je vous invite à regarder attentivement ce qui se passe, par exemple, sur les feuilletons qui sont très regardés, hein, de TF1 et de France 2, comme Ici tout nous appartient. Qu'est-ce que j'ai dit? Ici tout commence. Demain nous appartient, voilà. Euh, dans lesquels, en réalité, il y a beaucoup de pratiques du quotidien qui sont mises en scène de manière à montrer qu'on peut faire autrement. C'est tout simplement... C'est la notion de nudge, c'est ça? J'ai vu ça quelque part. Ouais, hein. c'est ça. C'est-dire c'est glisser, ça. sans Glisser le dire, des bonnes pratiques. pratiques Vous auriez environnementales. un hein. exemple justement de Bah, ce qui par peut exemple, être fait ça va être bon, si on met en scène des personnes en train de déjeuner, eh bien, ils n'ont pas forcément déjeuné en mangeant des hamburgers ou de la viande de bœuf, mais peut-être manger autre chose et en parler. Et les choses peuvent être amenées de manière plus ou moins légère dans une série, mais en fait, c'est l'ensemble de ces récits qui commencent aussi à faire bouger le spectateur sur ces questions-là. Mais là, vous n'avez pas vu dans cette nouvelle édition de Série Mania, Écoutez, vous n'avez pas vu. Dans la nouvelle édition de Série Mania, nous avons des séries éco-produites, ça je le sais, dans les séries françaises, on les a repérées sur le site d'EcoProd, notamment Grandiose, que je vous invite à aller voir la semaine prochaine, hein, une série pour TF1 par la créatrice des Randonneuses, qui était déjà une super série qu'on avait lancée à Série Mania. Il y a Recalé aussi dans les séries françaises, c'est une série un peu, vous savez, dans l'univers scolaire, quoi, voilà, qu'on aime bien. Il y a Karma, voilà. Mais vous savez, une sélection, c'est une sélection à un instant T. C'est-à-dire que nous, on voit les séries qui nous arrivent. Ça ne veut pas dire que c'est forcément la tendance de l'année. Hein. Alors, on a évoqué ceux qui sont en formation hein, chez vous, la Série Mania Institute. Au moment où les équipes commencent leur tournage, EcoProd, quels outils aujourd'hui vous pouvez proposer aux équipes de tournage au moment où ils préparent hein, toutes ces journées de films? Qu'est-ce que vous proposez comme outil pour réduire leur empreinte écologique? EcoProd, on est une association qui a été créée par les professionnels, pour les professionnels, avec cette idée de travailler ensemble sur cette transition écologique. Et ce qu'on fait, nous, au quotidien, c'est qu'on va former les équipes aux pratiques éco-responsables. Et puis, on a développé une boîte à outils qui est gratuite, avec un calculateur carbone pour mesurer l'empreinte carbone et un peu comprendre qu'est-ce qui, sur mon tournage spécifiquement, va avoir le plus gros impact et où est-ce que je vais pouvoir agir. On a également le label EcoProd, qui est une certification qui prouve que les productions ont réellement mis en place des actions pour réduire leur empreinte environnementale. Donc on citait Grandiose et Recalé qui, cette année, sont présentés à Série Mania et qui ont obtenu le label EcoProd. Alors ce label, en fait, il est relativement ancien maintenant, parce que je crois qu'il y a une série des Hauts-de-France qui l'a déjà eu. Oui, on parlait là de Désenchanté, mais on a Germinal en 2020, qui était déjà une série qui s'était positionnée en plus au moment du Covid, avec un tournage assez compliqué et qui avait mené à bien tous ces engagements. Et c'était extrêmement vertueux et ça s'est installé dans la durée, parce que la production qui est revenue pour Désenchanté, que j'évoquais il y a quelques instants, qui a été tournée dans la baie de Somme, est revenue avec exactement les mêmes engagements, en continuant à essayer de progresser. Et en fait, il y a quelque chose qui quand il est acquis, continue à progresser. Alors, il n'y a pas de retour en arrière et c'est ça qui est très valorisable. Aujourd'hui, à Lista Aubank, le label EcoProd, on peut dire que c'est le fer de lance de votre association. C'est un label qu'on commence à avoir de plus en plus, qui est peut-être même accessible pour le grand public, qui commence à être repéré. Oui, aujourd'hui, on a donc le label, il a été lancé il y a 3 ans maintenant. Avant, il y a eu des expérimentations, notamment sur Germinal. Et en 3 ans ou 2 ans et demi, on a 250 productions qui ont déjà obtenu le label, sachant que c'est un processus assez lourd. Il y a un auditeur ou une auditrice qui vient sur place vérifier les actions. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup d'émissions, de séries, de films qui vont mettre aussi le logo du label EcoProd sur leur support de communication, dans leur générique, et qui ont envie de montrer aussi que le cinéma et la télé, on raconte le monde, donc on a aussi une responsabilité particulière. Et ça reste franco-français ou des productions internationales se sont emparées de ce label hein? Alors au niveau européen, c'est repris, parce que Picta Novo est membre d'un réseau qui s'appelle Cinéregio, qui regroupe 51 fonds régionaux dans 15 pays européens.
Et il y a un groupe qui travaille, qui s'appelle Green Regio, qui est un groupe assez ancien, parce qu'il a maintenant une dizaine d'années, et qui est associé avec EcoProd. Et donc, on a des rendez-vous réguliers pour pouvoir partager les bonnes pratiques. Et je pense que ça, c'est vraiment important. C'est de savoir aussi en fonction de l'endroit où on se trouve, de nos cultures respectives, hein, parce qu'il y a des pays du Nord, scandinaves, il y a les pays du Sud, et chacun a un peu une approche différente. Et on est tout à fait enrichi par ce partage des bonnes pratiques et cette mise en réseau qui est aussi associée à EcoProd. Et la France, en toute modestie, est souvent assez regardée parce que la politique menée au niveau du CNC est souvent assez regardée au niveau européen parce qu'on a été relativement précurseur dans l'investissement et dans le mode de financement du cinéma et de l'audiovisuel. Alors, on a parlé du label. On va garder la main avec vous, Godefroy, parce que au niveau des financements aussi, en fait, aujourd'hui, depuis 2024, le CNC demande à ce que les financements soient adaptés en fonction du respect des critères environnementaux, écologiques. Oui, et sociétaux, sociaux et sociétaux, parce que c'est indispensable. En plus, il y a une exposition pas toujours très heureuse, donc il était urgent de réagir. La profession a réagi, un peu à l'image de ce que disait Alissa il y a quelques instants. C'est fait par et pour des professionnels, et donc on a été en capacité de réagir, d'où l'évocation du RSE dont je parlais tout à l'heure, dans lequel nous nous sommes tous, je pense, positionnés, tous autour de cette table, pour pouvoir à la fois avoir cette approche environnementale et à la fois avoir cette approche sociale et sociétale. Mais ça veut dire que concrètement, quand les équipes de films vous demandent de l'argent, vous regardez un peu cet aspect-là, les efforts qui sont faits Alors, on regarde, de toute façon, on ne vient pas faire une surexposition du droit général, à savoir que les obligations imposées par le CNC, on s'y conforme, et on attend que l'ensemble des productrices et producteurs et des équipes s'y conforment. Et puis après, c'est vrai qu'on essaye d'être attentif pour que tout se passe au mieux. Et dans ce sens, l'ensemble des techniciennes et techniciens qui sont amenés à être mobilisés sur les productions qui se tournent en région peuvent aussi avoir cette possibilité d'afficher sur la plateforme que nous opérons, le guide de l'image, d'afficher s'ils souhaitent ou non apparaître comme technicien éco-responsable ou pas. D'ailleurs, ce guide de l'image, il a été renouvelé. Hein, vous allez le présenter à l'ouverture de Sérimania. Absolument. On profite, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Il y a une résonance. En fait, la région Hauts-de-France et la métropole de Lille devient vraiment le centre de l'industrie pendant une semaine au niveau international. Et donc, c'est important de pouvoir bénéficier de cette communication et de cette visibilité pour pouvoir passer des messages qui nous paraissent importants. Et donc, on profitera de cette occasion pour relancer notre nouveau guide de l'image en lien avec l'ensemble de l'écosystème. Comme une planète, une émission de RCF Hauts-de-France en partenariat avec La Voix du Nord. Anne-Henri, Thomas Évrard. Et nous évoquons toujours Sérimania et l'industrie de la création de séries pour voir quels sont les défis auxquels doit faire face cette industrie, avec nos invités Marianne Guillon, directrice de Sérimania Institute, Godefroy Vuchicic, directeur général de Pictanovo, et Alissa Aubank, directrice des opérations et de l'international chez EcoProd. Du côté du festival de Sérimania en lui-même, aujourd'hui, quels efforts sont faits pour avoir cette attention écologique également? Alors, il est vrai qu'avec le festival, on a quasiment dès le départ, c'est-à-dire dès 2019, voulu mettre en place une stratégie sur la RSE. On s'est posé beaucoup de questions parce qu'un festival comme celui-ci implique de travailler avec des lieux nombreux, différents, qui ne sont pas les nôtres. Donc, on n'a pas toujours la main sur ce qui se passe dans ces lieux. On a voulu aussi impliquer et embarquer toutes nos équipes. C'est très important pour qu'une stratégie RSE fonctionne, c'est que les équipes soient mobilisées, formées et que ce soit elles, finalement, qui portent les actions. Moi, il y a une action emblématique que j'aime bien mettre en avant parfois parce qu'elle peut parler aussi aux spectateurs du festival. On a, depuis quelques années, mis en place une structure devant le Nouveau Siècle, qui est l'auditorium de Lille dans lequel nous projetons les séries, une structure de type
tapis rouge, donc ce qui se fait dans les festivals internationaux, voilà, composé de lumière, de moquettes, de structures en lycra. Vous allez me dire, mon Dieu, mais en quoi cela peut-il être écologique? Donc on s'est posé les questions de comment on peut faire pour améliorer ce dispositif et bouger petit à petit les pratiques de l'événementiel. Il se trouve que dans l'événementiel, il y a une pratique qui est très répandue, c'est celle du générateur. De l'alimentation électrique par du fioul. Il faut quand même le savoir. C'est quelque chose que moi j'ai découvert aussi en arrivant dans ce type de projet. Et on a assez rapidement contacté Enedis et on a travaillé pendant 2 ans avec eux pour réussir à brancher notre tapis rouge au réseau. Il a fallu créer des réseaux spécifiques parce qu'il faut des backups. Enfin, je vous passe les détails, mais en fait, c'est tout un ensemble d'actions qu'il faut mener pour réussir à décarboner une structure comme celle-ci. Et autre chose qui n'est pas anecdotique, j'en avais parlé avec Thomas, dans le cadre de la préparation, il était étonné, c'est ces fameux tapis là, qui sont dans les événements. Il faut savoir que souvent, ils sont changés plusieurs fois par jour, pendant tous les jours de l'événement. On a pris le contre-pied de ça et on a décidé de garder notre tapis, de ne le poser qu'une seule fois et de le nettoyer. Et en fait, c'est possible, ça fonctionne. Et je pense qu'on économise comme ça sur 8 jours de festival, peut-être une vingtaine de pauses. Donc voilà, c'est un ensemble de choses. Et à la fin du festival, avec les chutes de notre beau tapis violet, qui est iconique et que les Lillois adorent, on fait des petits porte-clés avec une association locale qui fait de l'upcycling ici à Lille. Et voilà. On donne une nouvelle vie au tapis violet de Série Mania. Avec Thomas, on s'est demandé aussi sur l'IA et le numérique. Souvent, c'est présenté comme des solutions pour les tournages. Est-ce que ça plombe pas aussi l'empreinte carbone d'un film, d'une production Notamment le poids du streaming, qui est le mode de consommation, je pense, maintenant le plus répandu. Ah, il y a le côté production et puis le côté consommation. C'est vrai que le numérique, on a souvent l'impression que c'est quelque chose d'immatériel, alors qu'en fait, c'est très, très matériel. Donc, il y a plusieurs enjeux. Il y a l'aspect déjà, donc, premièrement, matériel. Donc, il faut fabriquer toutes ces machines, ces ordinateurs, ces câbles, ces serveurs. Et ensuite, il faut les alimenter en énergie. Et notamment, en parlant de l'IA, les besoins énergétiques de l'IA sont complètement ahurissants et sont en train d'exploser partout dans le monde. Et ce qui va avec aussi l'énergie, c'est l'utilisation d'eau, puisque les data centers, où toutes les données sont stockées, ont besoin d'énergie, mais aussi besoin d'être refroidis. Et ça passe par beaucoup de consommation d'eau douce. Et donc, on a des lieux dans le monde où aujourd'hui, il y a déjà des pénuries d'eau ou d'électricité. Enfin, ça vient en concurrence avec les besoins des personnes, des habitants. Et donc, c'est un vrai enjeu qui va nous accompagner encore pendant plusieurs années. Et vous, à EcoProd, vous avez déjà du coup adapté vos chartes, etc. par rapport... Parce que l'IA, c'est assez récent, c'est 2022, je crois, enfin, ça a commencé vraiment à prendre son essor. Vous avez adapté du coup par rapport à ça pour améliorer vos guides, vos chartes? Oui, nous, on a lancé un groupe de travail avec nos adhérents l'année dernière pour travailler sur cette question de l'IA et plus particulièrement de l'intelligence artificielle générative et de mieux comprendre son impact et de voir comment on peut en limiter l'usage dans notre secteur, tout en étant quand même conscient du fait qu'aujourd'hui, c'est un outil que beaucoup de professionnels utilisent. Donc la question, ça va être de voir est-ce qu'on peut l'utiliser de manière plus raisonnée et raisonnable. Les plateformes aussi, quel rôle elles jouent dans cette prise de conscience écologique, Netflix, Amazon? Est-ce que c'est des freins? Est-ce que c'est des partenaires dans le bon sens? Je dirais que les plateformes, pour les avoir déjà invitées sur ce sujet dans le cadre de Série Mania Forum sur des éditions précédentes, sont évidemment sur le sujet. C'est-à-dire que la question, quand on s'appelle Netflix, c'est celle du volume. C'est-à-dire que si Netflix commence, ils le font, mais développe peut-être encore un peu plus vite des actions concrètes, ça va démultiplier l'impact. Donc c'est ça qui est intéressant, moi je trouve, quand on parle des grands groupes, c'est la capacité d'impact qu'ils ont sur la production et sur l'accompagnement des publics. Donc ça, c'est autre chose, c'est une autre dimension encore. Nous, on essaye d'y faire attention aussi à Série Mania, c'est comment accompagner le public dans ses pratiques de visionnage des séries. Si on cherche bien sur les sites des plateformes, vous avez parfois des pages très bien faites avec des conseils pour
limiter l'impact. Des petites astuces. Des petites astuces, souvent on les connaît, on les dit, mais c'est déjà de ne pas streamer avec sa 4G. C'est quelque chose de totalement... je pense que c'est 10 fois plus de consommation que via un Wi-Fi ou un filaire. Donc ça, voilà, il ne faut pas streamer en 4G dans le train, s'il vous plaît. Il faut diminuer dès que possible la résolution des vidéos. Là aussi, on va dire c'est du bon sens, mais les vidéos sont souvent lancées en 4K. Il faut les lire en 720p, ça suffit. Nous, par exemple, on a une plateforme digitale à Sérimania pour les pros, une assez grosse plateforme qu'on a mis en place. Et, voilà, et tout ça, on l'a intégré dès le départ, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que les vidéos soient adaptées au device, au support qui va la lire. Donc voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut faire. Et peut-être, c'est ce qu'on disait un petit peu en introduction de l'émission, c'est streamer, oui, on va continuer à streamer, je pense. Streamer mieux, c'est-à-dire streamer certainement un peu moins, ne pas regarder tout et n'importe quoi, ne peut-être pas non plus scroller toute la journée sur son téléphone, ça a un véritable impact. Et nous, peut-être à notre petit niveau, à Sérimania, on se dit qu'en présentant des séries de qualité, accompagnées des artistes qui les ont faites, on est là aussi pour créer une forme de sériphilie et d'accompagner le spectateur vers une consommation, j'ai dit le mot, une manière de regarder de manière plus raisonnable et éclairée les contenus qui sont proposés. Si je peux juste ajouter une chose, le plus gros impact du numérique, ça reste les devices, les équipements. Ouais. Donc la meilleure chose à faire, c'est de faire durer ces équipements, ces téléviseurs, ces ordinateurs et surtout ces téléphones portables, parce que ça utilise énormément de matériaux et que c'est très peu recyclable et recyclé, et créer derrière des gros déchets électroniques qui vont polluer les eaux et les sols et l'air. Donc voilà, faire durer ces équipements, je rajouterais ça à la liste de bonnes pratiques. Alors, qu'est-ce que vous attendez les uns les autres de Sérimania, qui commence donc le 20 mars Godefroy Vugistic, je crois que pour vous, chez Pictanovo, c'est un moment important auprès des producteurs américains. Oui, parce qu'on profite donc avec CNC dans le cadre d'un appel à projet auquel nous avons répondu conjointement avec Sérimania et Pictanovo, pour accueillir 7 producteurs américains afin de profiter de l'opportunité qu'ils avaient de venir à la fois à Sérimania et à la fois découvrir la beauté de nos décors et du territoire régional, en commençant par l'Oise, en passant par la Somme, en allant dans le Pas-de-Calais, en venant dans le Nord. Alors on ne sera pas passé dans l'Aisne, mais on leur montrera tous les atouts, parce qu'il y a un moment où il faut optimiser le temps, mais on va leur présenter l'intégralité des atouts que notre territoire revêt, et en plus ils en ont conscience, parce qu'il y a de nombreuses productions américaines qui sont déjà venues en Europe, et que ça devient un enjeu que de savoir comment on peut faire pour tourner dans des périmètres assez restreints, parce que ça aussi, ça a un impact de faire bouger les productions dans tous les sens. Ça a un impact à la fois en termes de fatigue, à la fois en termes d'impact carbone. Et donc, on va jouer aussi sur notre situation géographique entre Paris, Bruxelles, Londres et cet accès direct par Charles de Gaulle. Alissa Aubank, je crois que vous, c'est la première fois pour Ecoprod que vous venez participer au Festival Sérimania très rapidement. Qu'est-ce que vous en espérez ? Nous, on vient rencontrer les professionnels français et internationaux. On va faire un atelier justement d'1 heure sur les enjeux de l'écoproduction, donner un peu des bonnes pratiques, mettre en avant aussi les séries qui ont mis en place des démarches d'écoproduction qui sont présentées au festival. Et voilà, et après, on espère aussi pouvoir aller regarder une série ou deux. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup. Fin de cette émission Comme une planète consacrée au festival Sérimania et plus largement aux enjeux écologiques que doit relever le secteur. Et au travers de nos échanges, on voit bien que le secteur a énormément évolué dans le bon sens, mais qu'il y a encore des prises de conscience à avoir, aussi bien au niveau des professionnels que du grand public. Alors, merci à Marianne Guillon, directrice de Sérimania Institute. Merci à vous. Alissa Aubank, directrice des opérations et de l'international chez Ecoprod, et Godefroy Vugistic, directeur général de Pictanovo. Merci.
Thomas, merci beaucoup. Merci Anne. On vous souhaite un excellent festival Sérimania à tous, qui ouvre ses portes vendredi 20 mars en soirée à Lille, et ce pendant 7 jours. N'hésitez pas à prendre vos places, c'est ouvert à tous et c'est gratuit. Et cette émission est à retrouver en podcast sur rcf.fr, en vidéo sur YouTube, et ça fera l'objet d'articles dans les pages Région de la Voie du Nord. Le mois prochain, votre émission spéciale s'intéressera à l'impact écologique de l'utilisation du grisou par les villes du bassin minier.